Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Guillaume de Citre, je suis le président des librairies de Citre. Et c'est un grand honneur d'abord d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion des 111 ans de Citre. Et puis c'est un grand plaisir d'être là non seulement avec vous, mais avec trois amis, trois grands écrivains, Alexis Génie à ma gauche, Jean-Christophe Ruffin et Sylvain Tesson, qui sont tous les trois dans leur style des grands voyageurs. D'où le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'écrivain, cet étonnant voyageur. Alors, on a 1 heure à passer ensemble, dont les 10 dernières minutes qui seront des questions. Donc, vous pouvez déjà commencer à les préparer. Après, il y aura une séance de dédicace qui sera au Carré Bellecour, qui est derrière moi, là, à peu près au niveau des kakémonos. Et normalement, les chaises vertes vont vous distribuer à intervalles réguliers de l'eau la plus fraîche possible pour qu'on évite les syncopes. Mais sans plus attendre, écoutez, encore une fois, je voudrais remercier ces trois grands écrivains d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion de ces 111 ans. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire que ce sont trois voyageurs, que ce soit Sylvain avec la Sibérie, dont il va nous parler dans un instant, qui va d'ailleurs nous rafraîchir, l'Abyssin ou Katiba, pour n'en parler que quelques-uns, Rouge Brésil, ou des romans d'Alexis comme L'Art français de la guerre, ou son dernier roman sur l'expédition de Cortés. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence en souplesse avec Jean-Christophe qui est à ma droite. Pourquoi écrire sur le voyage et qu'est-ce que c'est que le voyage pour toi ? Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Bravo à la librairie de Citre parce que 111 ans c'est beaucoup et tu les fais pas, hein, franchement tu les. Donc il n'y a pas que 111 ans, mais le fait de se renouveler, moi je trouve que c'est très très rassurant pour les écrivains de voir que les librairies en France sont vivantes. Je dis en France parce que c'est pas vrai partout, hein, puisqu'on parle de voyage. On pourra parler de la situation du livre et de la lecture dans d'autres pays, y compris des pays qui nous exportent leur littérature. Hein. Je pense notamment aux États-Unis que tu connais bien. On a vraiment de la chance ici en France d'être relayé par des libraires qui font l'intermédiaire entre le public et nous. Voilà. Donc j'aimerais marquer cet événement par ce petit hommage. Voilà. Alors, sur la question des voyages, bon, je vais tout de suite passer la parole à mes voisins, parce que moi, je ne me considère pas du tout comme un voyageur. Je pense que dans les écrivains voyageurs, il y a plusieurs types, mais il y a 2 types principaux, deux catégories. Disons, il y a les écrivains qui passent, c'est le voyageur qui traverse, qui passe. Et Sylvain en est un peu le prototype, même s'il s'est arrêté, il s'arrête de temps en temps, dans des cabanes par exemple. Mais dans l'ensemble de ton œuvre, c'est plutôt le passage, la traversée, cette espèce de dynamique du voyage en mouvement. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout cette tradition-là en moi. C'est-à-dire, la seule fois où j'ai fait ça, c'était vraiment tout près d'ici. Enfin, tout près, je dirais, c'est-à-dire le petit passage de Compostelle qui n'est pas vraiment une aventure. Mais sinon, moi, je suis un voyageur statique, c'est-à-dire que par mon travail, que ce soit au départ pour des missions humanitaires, par la suite dans des ambassades, etc., j'ai séjourné dans des endroits éloignés. Et c'est pas du tout le même voyage, c'est un voyage d'imprégnation locale, comme ça, voilà. Et ce qui fait que c'est un voyage, au fond, instrumental, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire que j'aime particulièrement les voyages. Quand j'ai des loisirs, je ne voyage pas. J'ai voyagé parce que le métier que je faisais, les métiers que j'ai faits m'ont entraîné vers le voyage. Voilà. Mais donc, ces 2 catégories qui peuvent se confondre, mais sont à mon avis distinctes. Et ça ne donne pas les mêmes livres du tout. Voilà. Ça donne des bons livres. Ça donne des témoignages ou des livres plus enracinés. Mais ça donne une littérature très différente. Sylvain, peut-être, tu veux intervenir là-dessus, et puis après on passera la parole à... Oui, bonjour à vous tous.
Et merci Guillaume. Moi j'ai été très impressionné de savoir que tu avais 111 ans. Je trouve que tu es une anomalie biologique. Donc, Alexis, tu vas pas me la refaire une troisième fois parce que ça... La vertu du formol. Bravo. Je voudrais dire une chose à propos de ce terme d'écrivain voyageur. D'abord, moi j'ai l'impression que ma présence est une incongruité à cette table, puisque je me sens, moi, beaucoup plus voyageur qu'écrivain. Il y a 2 écrivains qui sont à mes côtés et qui ont la chance de pouvoir, quand ils ne voyagent pas, recourir à leur seule imagination pour s'inspirer et pour écrire. Moi, il y a la patrouille de France, là, j'ai l'impression qu'il est en train de... Il y a tes collègues motards qui sont en train d'arriver. De faire un looping. Voilà. Ah voilà, c'est une très belle démonstration. Alors on peut peut-être leur passer la parole et leur demander de nous dire un mot sur la vertu du départ. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je commente cette chevauchée sauvage qui est derrière nous? Alors les Hells Angels qui mènent le bal et les motos japonaises qui suivent. Si vous me permettez de reprendre simplement le fil de ce tout petit propos que j'ai essayé de mener à bien, ce que je disais était très ordinaire. Enfin, en gros, il y a l'écriture de l'imagination et puis l'écriture de la retranscription de ce qui est vécu. Moi, j'appartiens à la deuxième modalité. J'écris parce que je vis d'abord et ensuite je raconte ce que j'ai vécu. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui peuvent convoquer leur imaginaire pour créer des mondes et pour raconter des histoires. Alors ce sont mes voisins qui eux, ont la possibilité de se déployer dans les 2 sphères d'inspiration. C'est formidable. Je pense que cette expression d'écrivain voyageur, je te demande pardon Guillaume, mais me semble davantage une commodité de libraire nécessaire au rangement des livres. L'écrivain voyageur, il faut bien faire des notifications sur les tranches des étagères plutôt qu'une véritable catégorie culturelle. Car après tout, on pourrait passer 1h30 à énumérer des écrivains qui ont fait de superbes récits de voyage sans jamais quitter leur chaise. On les connaît tous. Il y en a un d'ailleurs auquel on pense peu, c'est Michel Houellebecq, dans Extension du domaine de la lutte, qui est un de ses premiers romans, son premier d'ailleurs je crois. Dans Extension du domaine de la lutte, il y a un très beau chapitre sur un voyage à bicyclette sur les bords de la Loire et qui a tout du récit de voyage dans sa composition, dans l'aller-retour entre l'observation et l'inspiration, dans les observations qui deviennent des notations. Et puis, à contrario, Jean-Christophe Ruffin le citait à l'instant, nous connaissons beaucoup de voyageurs qui retirent de leur voyage des souvenirs, mais qui ne les transcrivent pas. Enfin, voilà. Donc, des écrivains qui voyagent. Il y a des écrivains qui nous donnent des récits de voyage sans jamais voyager. Voilà ce que je peux dire à ce propos. Alexis. Bien. Donc félicitations pour ces 111 ans. Ça a été difficile de trouver 111 bougies et le gâteau est un peu petit, ça va être très très serré, il va falloir avoir du souffle. Donc pour le voyage, c'est vrai que moi je suis le contraire de Sylvain. Sylvain qui vit d'abord et qui voyage après. Moi j'aurais plutôt tendance à écrire d'abord. Non, je me suis trompé, j'ai dit qui vit d'abord et qui écrit après. Voilà. Bon, moi ce serait plutôt le contraire, j'aurais plutôt tendance à avoir une écriture un peu permanente et à un moment donné, ça me fait aller ailleurs. En effet, j'ai fait un livre sur le Mexique, la conquête du Mexique, et je suis allé au Mexique, mais j'y suis allé, c'est parce que tout simplement, il se trouve que j'ai un ami qui connaît bien le Mexique, qui est bilingue, qui va souvent, etc. Il m'a dit viens, je t'emmène. Il m'a servi de guide, d'interprète, etc. J'aurais pas eu cet ami, je me serais débrouillé avec Google Earth. Ça marche très bien Google Earth, mais moi, ce qui m'intéresse dans le voyage dans la littérature, c'est tout simplement l'extension un peu des horizons. Parce que tant qu'à faire du romanesque,
Quand tant qu'à faire du roman, autant qu'il soit énorme, autant qu'il soit un grand spectacle. Et ça, ça se fait par, en effet, en ouvrant un petit peu les horizons. Et ça me paraissait important. Et d'autant plus que j'ai fait des bouquins où il était question de colonies, que ce soit donc l'Art français de la guerre, où on parlait d'Indochine, d'Algérie, ou donc là, le Mexique. J'emmène des personnages loin, donc je vais reconstituer avec le plus grand soin les lieux, que j'y sois allé ou pas. Voilà, l'Algérie, ça va, j'y suis allé. L'Indochine, j'ai jamais mis les pieds, ce qui n'a pas empêché des gens de me dire oui, vous êtes allé là et là et là, je reconnais bien. Et c'était à quelle saison que vous y êtes allé? Bon, non, je n'y suis pas allé. J'ai inventé. Mais le roman permet ces inventions. Il y a une capacité de création dans le roman qui permet en effet d'inventer des lieux qu'on ne connaît pas, des situations qu'on ne connaît pas, des personnages qu'on ne connaît pas. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était quelque chose qui était très, très, très simple, très profond, très humain. C'est l'idée du type qui sort de chez lui. C'est pour ça que Homère, c'est une grande merveille de littérature. Bon, Sylvain vient d'en faire un livre d'éloges. C'est l'histoire d'un homme qui part de chez lui, puis qui met 20 ans à revenir. Bon, et enfin, je parle de l'Odyssée. Et c'est vrai que mes histoires d'aventuriers coloniaux, c'est ça. Ce sont des gens qui partent d'ici, qui partent d'Europe, de France, voire même dans mon premier roman de Lyon, et qui vont aller ailleurs. Et d'aller ailleurs, ça va correspondre à leur passage à l'âge adulte. En fait, on devient adulte quand on sort de chez soi. C'est vraiment un truc basique. Mais j'en fais un grand roman romanesque d'aventure, mais c'est au fond quelque chose qui est universel, quelque chose qui est propre à chacun. Voilà. À un moment donné dans sa vie, on sort de chez soi. Et alors, bon, après je le mets en scène dans de vastes horizons, mais c'est une façon de bien le faire sentir et de bien mettre en scène ces horizons-là. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça d'une... à mon sens, qui est lié entre le roman, avec tout son aspect grand spectacle, et le voyage, l'ailleurs. J'aurais pas très envie de faire un roman intimiste, parce que j'aurais l'impression de faire des tout petits gestes. Alors tout ça, c'est très mental, puisque moi-même, je n'y vais pas. Mais j'ai besoin que mon imaginaire se déploie pour pouvoir écrire à l'aise. Merci beaucoup. Alors, tu as parlé de l'Iliade et l'Odyssée. Effectivement, Sylvain nous a écrit récemment un été avec Homère. Ce que tu rappelles, c'est qu'effectivement, c'était pas lu à l'époque, c'était conté, c'était une histoire. Tu vois. Et donc, toutes ces fresques dont on parle, est-ce que quelque part, il ne faut pas qu'on revienne d'une certaine manière à des histoires contées qui sont peut-être plus belles parce que chaque fois qu'on la raconte, elle n'est jamais exactement de la même manière, il y a des variantes. Comment est-ce que tu as vécu ça quand tu as relu l'Iliade et l'Odyssée, Sylvain, et est-ce que tu penses que c'est spécifique à cette œuvre ou est-ce que quelque part, il ne faudrait pas la généraliser? Oui, mais j'ai l'impression que tu formules différemment à nouveau la question qui renvoie dos à dos ou face à face ce qui appartient à l'imagination et ce qui appartient à la retranscription du réel. Oui, bien sûr que le voyage d'Ulysse n'est pas un voyage réel, et bien sûr que Homère n'est pas un reporter de guerre qui serait allé sur la ligne de front de la plaine de Troie pour rendre compte. Bien sûr qu'il a puisé probablement dans une série de contes, de légendes, appelons cela des mythologies si on veut, et qu'il les a raboutés, puisque c'est une des théories qui agite beaucoup les académies, les universités et les sociétés savantes, c'est une des questions qui les agite, que de savoir si Homère est le nom que l'on peut donner à un seul poète qui aurait tout inventé, ou à une sorte de collectif de bardes qui se seraient mis à plusieurs pour composer le poème.
Alors tout ça pour dire que, bien entendu, que tout ça appartient à l'imagination et à la mythographie. Certes, mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'empêcher. Là, je crois que c'est important d'aborder ce thème-là, c'est-à-dire la dette que l'imagination, que l'imaginaire doit au réel et doit à l'expérience vécue. Il est incontestable que si Homère a donné de telles descriptions si belles de la nature, des bêtes féroces, de la profondeur des bois, des navigations sur la mer, est tout à fait probable qu'il les a vécues. Je crois que rien de très bon ne peut sortir de la pure abstraction. C'est tout à fait merveilleux d'être un philosophe idéaliste allemand qui ne quitte jamais son cabinet de méditation. Mais enfin, ça ne donne pas de très bons romans d'aventure qui incitent au départ. Il y a un moment où même celui qui imagine tout est allé voir à un certain moment de sa vie et fait simplement remonter à la surface de... Enfin, j'imagine, parce que moi, je ne suis pas un écrivain de l'imagination, mais j'imagine que c'est certain qui m'emporte. Il y a une expérience qui remonte à la surface comme des espèces de bulles de gaz dans un marécage de Sibérie. Voilà, je crois que c'est important de voir comment l'imagination s'enracine dans l'expérience vécue. Jean-Christophe, oui. Oui, ben, une fois de plus, il a dit ce que je voulais dire. Voilà. Non, je voulais souligner aussi, mais Sylvain vient de le faire très bien, mais que cette opposition entre l'imaginaire et puis l'écriture du réel est quand même un peu artificielle, parce que l'imaginaire pur n'existe pas. L'imaginaire, c'est un outil, c'est un processus qui travaille sur une expérience, sur une conscience. Et en l'occurrence, même si cette conscience n'a pas été nourrie par de longs voyages, elle est forcément nourrie par autre chose, par un environnement, par des sons, par des odeurs, par des couleurs qui forcément sont ensuite retranscrites dans l'imaginaire. Donc on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu, et peut-être que ça traverse encore d'ailleurs la littérature aujourd'hui, il y a eu pendant longtemps cette tentative philosophique qui était celle en fait du XVIIe siècle, en fait, de créer les conditions de la pensée dans une chambre. Le fantasme de Descartes, c'était de reconstruire finalement le monde et de Kant aussi, d'une certaine manière, mais enfin de construire le monde à partir de la pure expérience immobile d'une conscience isolée. Et puis le XVIIIe siècle est arrivé là-dessus, et au fond le XVIIIe siècle philosophique, c'est pas grand-chose du point de vue de l'acquis philosophique, mais il y a ça, il y a les encyclopédistes, il y a l'idée qu'il faut aller voir, et qu'on ne peut parler des choses qu'en étant allé les voir. Tout le projet de l'encyclopédie, c'est ça, c'est d'aller voir aussi bien comment le boulanger fait le pain, que d'aller voir à l'autre bout du monde comment vivent les Indiens en Amérique. Donc, il y a cette ouverture qui a eu lieu à un moment donné dans la philosophie, mais aussi dans la conscience européenne, et dont le roman est un peu l'héritier. C'est-à-dire que le roman, aujourd'hui, peut se rattacher à l'un ou l'autre de ces courants. Vous avez des romans, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et on n'aime pas forcément ça, mais il y en a qui aiment ça, bien sûr, qui sont les romans d'une conscience immobile. Bon. Et même ceux-là se nourrissent d'une expérience. Et puis il y a ceux qui essaient de trouver leur inspiration dans quelque chose de plus vaste, qui est le monde, voilà, mais sans pour autant être nécessairement qualifié de voyageur. C'est ce terme de voyageur qui, moi aussi, me gêne, parce que cette expérience du monde, elle peut se faire dans des expériences. C'était mon cas, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, des expériences professionnelles. Quand je suis parti, par exemple, comme diplomate en Afrique, je n'avais pas l'impression de partir en voyage. J'étais en poste quelque part, j'étais en résidence quelque part, donc j'étais là pour travailler. Et c'est de ce travail, de cette expérience qu'est né, effectivement, que sont nés forcément des émotions, des souvenirs, des couleurs, des portraits, des paysages, qui ensuite se retrouvent ailleurs. Oui. Voilà. Mais ça n'est pas ce que j'appellerais, moi, du voyage. Je suis d'accord.
comment dire, au-delà du voyage, que ce soit le Brésil ou l'Éthiopie ou Madagascar ou que sais-je, on a quand même le sentiment que tout voyage géographique amène aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'on va découvrir des cultures qu'on ne connaît pas, on va se découvrir soi-même. Jusqu'à quel point, quand vous travaillez un roman, on prend le dernier livre sur le roi de Madagascar, ça fait partie, je dirais, de ce que tu as envie de partager avec les lecteurs. Il y a la destination, on va dire, mais il y a aussi la vie de cette personne et le voyage intérieur qu'elle va faire, où qu'elle aille finalement. J'ai un mot, je passe tout de suite la parole à Alexis, mais je pense que de toute façon, si les livres sont vivants, notamment les romans, s'ils sont vivants, c'est parce qu'ils empruntent quelque chose à la vraie vie. C'est-à-dire, mais la vraie vie, c'est-à-dire pas seulement... c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à la vertu du voyage, mais c'est paradoxal, je ne crois pas non plus qu'on puisse écrire sur un pays sans en avoir quand même un peu l'expérience. C'est-à-dire que moi, j'aime pas le voyage pour le voyage, mais tant qu'à écrire sur un sujet, j'ai besoin d'avoir eu un contact avec ce sujet. Si vous voulez, j'ai écrit plusieurs romans, en effet, qui se passent en Éthiopie, d'autres au Brésil. J'ai vécu dans ces pays. Et donc, même si je ne suis pas allé pour ça, il y a quelque chose quand même qui en ressort, qui, à mon avis, que je n'aurais pas pu écrire. Tu parlais de Google Earth ou de Wikipédia. Bien sûr, c'est très utile. Bien sûr qu'on peut se renseigner très bien avec des livres ou avec des sites Internet. C'est quand même pas pareil. Il y a, me semble-t-il, un goût, un son, une forme d'authenticité, je dirais, qui ne peut venir quand même que d'un contact avec ce qu'on décrit. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a dans ce contact, il y a quelque chose d'une intensité de la sensation inattendue. C'est-à-dire que quand on est quelque part ailleurs, on sent des choses et on voit des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et là, c'est vraiment très nourrissant pour l'imaginaire. Mais c'est ce que tu disais sur l'imaginaire réel à propos du roman, mais ça c'est la structure même du roman. Le principe du roman, c'est un genre littéraire complètement hybride, mélangé. C'est fait avec tout et n'importe quoi, le roman. Le roman, c'est fait avec du réel, du vrai, de l'inventé, de l'imaginaire, avec du vol d'autres romans, avec des pensées, avec des... etc., etc., etc. Finalement, tout ce qui vient va être bon à être transformé en roman. Et quand on fait un roman, on va mélanger tout ça. Et on va parler, en effet, à la fois, par exemple, d'un voyage extérieur, avec des lieux, avec des sensations, etc. Et ça va être, en fait, une façon imagée de raconter quelque chose qui est un parcours intérieur, comme un roman de formation. Donc on fait vraiment avec tout, et tous les petits détails que l'on ramasse, on va les remixer dans une dramaturgie qui sera le roman. Alors, un exemple concret, quand j'avais imaginé la guerre d'Indochine, à laquelle je n'ai pas participé, je l'avais fait avec des tas de documents, des témoignages, des choses que j'avais trouvés. Mais après, avec tous ces petits détails, j'avais remixé tout ça en récit, en épisode, et je m'étais posé la question, voilà, cette situation, quel effet ça fait de vivre ça? J'essayais de me mettre dans la peau du personnage, en essayant d'être à la place du personnage, et en essayant de convoquer des tas de sensations que j'avais pu avoir, de lieux, de chaleur, etc. J'essayais de reconstituer ça intérieurement. Mais les épisodes que j'écrivais étaient faux. Il y a des vieux messieurs qui sont venus me voir, après, quand j'ai écrit le bouquin, il a été publié, et qui venaient, qui me disaient, vous savez, là, ce que vous racontez, j'y étais. Et c'était exactement ça. Mais comment vous avez fait? Et qui vous a raconté ça? Alors qu'en fait, je savais très pertinemment que tous ces épisodes, je les avais inventés. En tant qu'épisode, en tant que récit, c'était inventé, mais à partir de tas de morceaux véritables. C'était du roman avec des vrais morceaux de réel à l'intérieur.
mais que j'avais recomposé. Et les gens qui avaient vécu ça se reconnaissaient là-dedans, avaient l'impression que c'était leur histoire qui était racontée. Alors ça, j'en étais extrêmement heureux, mais ça, c'est la magie du roman. C'est pour ça qu'on lit des romans. Finalement, les romans permettent de se plonger dans une réalité qui est à la fois autre et pas tout à fait autre. Ça permet de faire semblant d'aller loin tout en allant profond. Ça permet d'être dans l'imaginaire et de récupérer le réel. Voilà, y a cette hybridation du genre romanesque qui est absolument passionnante. Et donc, oui, réel, imaginaire, les deux. Ça va ensemble. Sylvain, il y a encore un siècle, on n'était pas allé partout sur la planète, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient encore inexplorés. Maintenant, la plupart des endroits sont, sinon bien habités partout, en tout cas bien documentés. Est-ce que tu penses que le fait que la planète maintenant soit plus peuplée et mieux documentée change un petit peu la trame pour le romancier ou pas du tout? Est-ce que pour toi c'est complètement indifférent? Alors encore une fois, moi je ne réponds pas pour le romancier, mais pour le voyageur, oui, bien entendu, il y a un rétrécissement de la possibilité de l'offre exploratoire, de l'offre pour utiliser un vocabulaire managérial. Certes, la Terre se rétrécit, mais ce qui se rétrécit, c'est l'inconnu de la superficie, c'est l'inconnu cartographique. Bien entendu, on ne trouvera plus jamais de continent vierge ni de grands massifs forestiers inexplorés et intouchés. Il y avait un terme très beau, un terme désuet qu'on trouve un peu dans la littérature romantique et post-romantique du 19e siècle pour désigner les espaces très sauvages qui n'avaient pas été encore touchés par l'homme. On n'emploie plus cet adjectif, on disait des territoires pré-adamiques, avant que soudain la main de l'homme ne vienne remettre bon ordre à la sauvagerie des lieux. Alors, ces territoires-là se rétrécissent, et certes, ils existent moins. Du coup, le voyageur doit recourir à davantage d'imagination pour aller traquer les endroits où règne encore un peu, en certains parages, dans certains interstices, dans certaines pliures du relief, où règne encore l'inconnu. Voilà, il faut pousser un peu plus loin le champ de ces investigations. C'est moins facile. Maintenant, on pourrait tout à fait élaborer une carte de ce qu'il reste à voir ou à découvrir. Je crois que chez le voyageur, il y a la destination, l'endroit où l'on veut aller, l'endroit que l'on veut explorer, éventuellement, le territoire, le support de méditation ou de réflexion, mais il y a aussi le mouvement lui-même. Et peu importe que la Terre se soit rétrécie, peu importe que la cartographie soit maintenant tout à fait comblée, si l'on décide que ce sera le mouvement, le déplacement, qui fournira la matière littéraire ou la matière à l'inspiration. En ce moment, la Table Ronde vient de republier la poésie intégrale d'un poète tout à fait ignoré, qui était un peintre de surcroît, qui est mort dans les années 70, et qui s'appelait Louis Brocquier, B-R-A-U-Q-U-I-E-R. Et c'est un poète qui a exalté, vous allez voir pourquoi je vous en parle, qui a exalté toute cette culture des messageries maritimes. J'imagine qu'ici, ça vous dit quelque chose. Enfin, cette manière de circuler autour des mers du globe en allant exporter la puissance coloniale française. Les messageries maritimes, c'était à la fois l'idée du commerce et puis de l'empire colonial qui s'exprimait dans ces grands bateaux qui transportaient avec eux toute une culture, tout un charme et qui dessinaient une cartographie de la planète faite de ports, de bars, d'un peuple qui était le peuple des marins, et puis toute une littérature qui a couru ensuite dans le sillage de ces bateaux. Et Louis Brocquier n'a fait que chanter le mouvement de ces bateaux, le sillage, le départ,
l'embarquement, le largage des amarres. C'était cela qui l'intéressait. C'était pas tellement de chercher une forêt vierge où la main de l'homme n'aurait jamais mis le pied, ou bien une montagne où personne n'aurait planté un drapeau. Ça, c'est un genre d'obsession, de soins, de soucis, mais qui ne concerne pas grand monde parmi les voyageurs. Beaucoup se contentent simplement de l'exaltation tout à coup du bateau qui emboucle le canal ou qui quitte le port. Eh bien ça, c'est Louis Broquier qui a magnifiquement chanté ce picotement de l'embarquement et donc répondu à la question. Juste deux petites remarques. Par rapport à cette idée d'un monde qui serait totalement exploré. Et moi, j'ai eu la chance, l'honneur et puis aussi la charge de diriger des grandes organisations humanitaires comme Action contre la faim, par exemple. Et on se posait régulièrement la question, est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un à tel endroit ? Et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, certes, le monde est exploré. Il est exploré au sens où on connaît la source des fleuves, on connaît toute la géographie de la planète dans son détail. Il y a en permanence des satellites qui passent au-dessus et qui nous en donnent la cartographie, mais il y a quand même de plus en plus de zones du monde où nous ne sommes pas, quand je dis nous, c'est nous, occidentaux, étrangers, etc., les bienvenus. C'est-à-dire que si on se reporte à l'exploration, ce qu'on appelle l'exploration à quoi tu faisais référence au 19e siècle, par exemple, des gens comme Saint-Venant de Brazza, par exemple, ils étaient confrontés à deux types de difficultés. La première, c'était l'inconnu géographique. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas si tel fleuve allait prendre sa source à tel ou tel endroit. Bon, c'est le premier problème. Ça n'existe plus. Mais la deuxième difficulté, c'était qu'ils n'étaient pas forcément en sécurité, ils n'étaient pas forcément les bienvenus, ils se faisaient attaquer, ils se faisaient tuer, ils se faisaient, enfin pas partout, mais dans un certain nombre d'endroits du monde. Et ça, eh bien, c'est de nouveau le cas. C'est de nouveau le cas. Quand il s'est agi, il y a quelques années, là, de tourner un film américain, un film hollywoodien qui relatait la découverte des sources du Nil, ce film n'a pas pu être tourné aux sources du Nil. Parce que c'était trop dangereux. Ils ne pouvaient pas emmener une équipe de tournage à cet endroit. Donc, le film sur la découverte des sources du Nil a été filmé ailleurs, dans un endroit qui était, lui, encore plus sûr. Voilà. Donc, finalement, il y a... La Loire oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même cette notion-là est à prendre en compte, c'est-à-dire que... Et ça correspond assez bien d'ailleurs à la physionomie des guerres modernes. Vous avez la guerre, j'allais dire américaine pour faire bref, mais c'est aussi les Français pareil. C'est-à-dire que vous avez la guerre occidentale où on a des avions, on a des satellites, et puis on a ces bombes guidées au laser qui passent comme ça sur un bâtiment, etc. Mais bon, tout ça est... Et puis vous avez la guerre au sol. Et là, périodiquement, on le voit avec, par exemple, des crises comme la Syrie, par exemple, où vous vous souvenez du débat. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol ? Et là, on voit que c'est tout à fait autre chose, parce que aussi bien on peut envoyer tout ce qu'on veut depuis le ciel, autant envoyer des gus au sol, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait autre chose, parce que ces pays sont de nouveau dangereux. Voilà. C'est la première remarque. La deuxième, très courte, c'est plus pour relancer le débat, mais... je suis frappé de voir comment les vrais voyageurs, auxquels je n'appartiens pas, les vrais aventuriers auxquels tu appartiens, Sylvain, en plein par contre, mais sont en train petit à petit de réinvestir des espaces tout proches. Toi, ton dernier livre, enfin, si j'accepte Homère, mais ton dernier grand voyage, c'était en France. C'était sur les chemins noirs. C'est-à-dire que tu es allé dans l'Himalaya, les machins, etc., Sibérie, tout ce que tu veux, mais tu as retrouvé l'aventure aussi ici. Il y a un écrivain anglais qui s'appelle Alastair Humphreys qui a inventé, entre guillemets en tout cas, qui se revendique d'un concept qui est celui de la micro-aventure. C'était un aventurier, c'était quelqu'un qui a fait des très très grands voyages,
mais qui a écrit Micro Adventures, c'est-à-dire l'aventure au coin de la rue. Et il y a un garçon, Olivier Blaise, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Aventure de poche. Aventure de poche, c'est l'aventure ici, c'est-à-dire que vous prenez votre tente Quechua, vous allez passer la nuit sur les berges de la Saône, là, en partant à pied de chez vous, et vous restez, vous installez n'importe où, vous allez coucher dehors au terrain, vous revenez chez vous, c'est déjà l'aventure. Voilà. Comme si les espaces de l'aventure aussi, aujourd'hui, revenaient vers le proche et n'étaient pas forcément liés au lointain. Alors c'est vrai, comme dit Sylvain, l'offre exploratoire est réduite, c'est sûr. Alors après, peu importe, parce que moi, comme je ne suis pas explorateur, ça ne change rien à ma vie. Mais je trouve que c'était l'idée qu'il y ait un autre monde, c'est quelque chose de très fascinant. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre sur la conquête du Mexique, parce que c'était un des derniers moments de l'histoire de l'humanité où il y a un monde, l'Europe, qui a rencontré un autre monde, les civilisations urbaines américaines, et ni l'un ni l'autre ne s'attendaient à être confrontés à ça. C'est-à-dire que les Européens, les Espagnols, n'imaginaient pas qu'il puisse y avoir sur la côte du Mexique des civilisations urbaines, peuplées, raffinées, etc. Et les Indiens mexicains pensaient qu'ils étaient seuls au monde dans un continent encerclé d'eau. Et donc, aucun des deux ne voyait d'où l'autre sortait. Et il y a quelque chose d'une sorte de roman de science-fiction, c'est-à-dire la civilisation autre, avec les gens autres, qui pensent totalement autrement. Et c'est ça qui me passionnait, c'était cette rencontre, chose qui a cessé d'exister, parce que une fois que l'Amérique a été découverte, la Terre était quasiment pleine, la Terre était devenue ronde, après il a suffi d'explorer les zones blanches de la carte, mais il n'y a plus de découverte d'autres civilisations équivalentes. Voilà, donc c'est vraiment ce roman que j'avais fait, c'était sur ce point-là, sur cette rencontre cosmique comme ça entre deux mondes totalement différents. Et puis par rapport à la micro-exploration, c'est vrai qu'il y a des tas d'endroits qui redeviennent étranges, pas très très loin. Pour un autre roman que j'avais fait sur une ville du Nord imaginaire, avec en pleine déshérence industrielle, j'étais allé passer un certain temps à Charleroi. Moi, j'étais peut-être le seul touriste de Charleroi. Charleroi, qui est grande ville wallonne, complètement déglinguée. Et j'ai passé pas mal de temps à explorer toutes les zones industrielles de Charleroi, qui sont des zones industrielles à l'ancienne. C'est-à-dire que toute l'industrie du 19e siècle est là, avec son gigantisme, avec sa ferraille, avec ses machines énormes, avec ces choses dont on ne sait pas à quoi ça sert, avec ces énormes tuyaux qui traversent la rue au-dessus, avec ces espèces de bennes, tout est rouillé, tout est immense. Alors j'imagine que dans les combinats soviétiques, ex-soviétiques, on doit trouver la même chose, mais je préfère aller au coin de ma rue, donc à Charleroi, qui est notre étranger proche. Et là aussi, c'était une découverte incroyable. C'était un moment de l'histoire européenne qui a plus ou moins disparu, dont il ne reste plus que des récits un peu légendaires, et qui est en train de sombrer dans l'oubli. Et ça me passionnait de revenir dans ces lieux-là, qui étaient des lieux concrets, des lieux banals, qui redeviennent des lieux d'exploration et d'émerveillement. D'autant plus qu'on ne sait absolument pas à quoi servent toutes ces machines. On est juste émerveillé par leur masse métallique, par leur gigantisme et par leur rouille. Alors, on va faire un dernier tour, puis après on passera aux questions. Sylvain, donc, sur tous ces voyages-là, pour le coup, de fête que tu as réalisés, quel est ton meilleur souvenir ? Soit un paysage absolument merveilleux, soit une personnalité incroyable que tu as rencontrée, soit une expérience personnelle qui t'a vraiment fait changer. Immanquablement, alors d'abord, inutile de dire que c'est une question impossible à laquelle je vais essayer de donner une réponse
la plus franche. Mais immanquablement, immédiatement, alors que je suis en train, tout en noyant le poisson, c'est-à-dire en vous parlant, en prononçant quelques phrases, en train d'énumérer un certain nombre de possibilités de réponse, tout me ramène vers la montagne et vers l'escalade. D'autant que finalement, l'évocation des souvenirs d'escalade, de grimpe, rassemble d'une certaine manière toutes les réponses que j'ai pu donner aux questions que tu as posées. La question du départ, la question de l'exploration, la question de la virginité ou au contraire de la visite intégrale de tous les arpents du globe, la question que tu posais sur l'imagination, sur le récit, sur l'inspiration. Moi, j'ai fait de l'escalade cette espèce de lieu de l'intensité existentielle absolue. Je ne vois rien d'autre qui, dans ma vie, me permet de rassembler autant toutes ces thématiques, d'ailleurs, autour desquelles nous tournons et nous conversons depuis maintenant quelques moments. Alors, s'il y en a une comme ça de toutes ces escalades qui retient mon attention et mes souvenirs, c'est une escalade que j'ai faite au Yémen avec un camarade de grimpe que connaît d'ailleurs Jean-Christophe Ruffin, qui s'appelle Daniel Dulac, qui était un champion d'escalade. Et nous avions, dans le jargon des alpinistes, nous avions fait quelque chose qui s'appelle ouvrir une voie. Ce qui, d'une certaine manière, nous ramène à ta question sur l'exploration et sur les arpents encore vierges de la Terre. Oui, il y a des endroits où l'homme n'est pas tout à fait passé. Alors, effectivement, ça ne sont plus de grands continents, ça ne sont plus des cœurs de désert, ou ça ne sont plus des fleuves, ou ce ne sont plus des arêtes de massifs. Ce sont des fissures pourries dans des endroits improbables. D'ailleurs, on comprend très bien que l'homme n'y soit jamais passé, parce que ça n'a fait strictement aucun intérêt d'y aller. Donc ceci explique cela, finalement. Les derniers endroits qui ne sont pas encore explorés sur cette planète sont ceux qui n'ont aucune raison de l'être. Alors nous sommes passés comme ça dans une paroi, et puis nous sommes arrivés sur le plateau sommital d'une île tout à fait mystérieuse qui semble flotter dans la mer d'Oman, et une île qui s'appelle Socotra. C'était juste avant que le Yémen rebascule, parce que c'était assez épisodique là-bas. Il y avait eu la guerre entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, qui s'était résorbée par des accords de paix dans les années 90. Et puis là, il y a à nouveau des troubles terribles qui ont vu le bombardement de la ville de Sanaa. Moi, ce que je vous raconte là, c'était en 2009. Nous avons grimpé pendant plusieurs jours. Nous avons dormi dans la paroi dans des grottes perchées. Et nous avions vraiment l'impression de faire quelque chose de pré-adamique, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les traces de sable que nous laissions sur ces grottes étaient les premières. Enfin, on avait vraiment l'impression c'était le Armstrong du pauvre, quoi, vous voyez, parce que c'était pas sur la Lune qu'on était allé, mais c'était sur une grotte perchée au milieu d'une falaise tout à fait inaccessible. Et puis, nous sommes arrivés sur ce plateau sommital. Et quand nous avons fini de grimper, moi j'ai eu l'impression tout à fait symbolique, ce que je vais dire là est banal, parce que tous ceux qui ont pratiqué l'alpinisme, et il y en a quelques-uns le long de cette table, ont éprouvé ceci. Quand on a fait une escalade, on a l'impression d'avoir vécu le symbole, la symbolisation en réduction, la précipitation de toutes les séquences et les chapitres de la vie, avec ses espoirs, les attentes, les moments de déprime, les moments d'enthousiasme, les moments où il faut tout à coup repartir, les moments où il faut explorer, et puis tout à coup la libération quand on arrive au sommet. Voilà. Et je conclurai en disant que lors de cette escalade de Socotra, je me suis beaucoup souvenu d'un film de Werner Herzog qui s'appelait Chirotore ou Le Cri de la Roche, au cours duquel on voit un alpiniste qui rêve de grimper pour la première fois le Chirotore, qui est une des tours de granit au sud de la Terre de Feu. Il sait qu'il sera le premier à le faire. Il est le plus fort de toute sa génération. Il a une équipe de grimpeurs avec lui.
il va déployer tous les moyens, tous les artifices pour réussir à grimper là-haut, toutes les énergies et toutes les compétences. Et quand il arrivera au sommet de cette tour inaccessible, il se rendra compte qu'il y a déjà un piolet qui est planté au sommet, ce qui prouve qu'il faut faire très attention avec l'idée qu'on est le premier à passer quelque part, parce que souvent, c'est la déconvenue qui vous accueille au sommet et qui vous ramène à la modestie. Enfin, il y a quand même des espaces vierges, et nous en sommes un, puisque n'avait pas vibré au but de Griezmann à la 13e minute, qui fait que la France mène 1-0. Voilà. Mais tu ne veux pas t'en sortir de manière aussi facile, Jean-Christophe. Ça, c'est un coup facile. Un souvenir donc, que tu partageais avec nous. Ouais, alors, mais Sylvain, il est doué pour ces trucs-là. Moi, j'ai jamais... C'est terrible. Je perds toujours mes moyens quand on me demande ça, parce que j'ai l'impression d'avoir... C'est bizarre. Non. Bon, on a effectivement ça en commun et qu'on aime tous les deux beaucoup la montagne. Moi, finalement, je suis venu à l'alpinisme un peu par hasard quand j'ai connu la montagne assez tard dans ma vie. Je ne suis pas originaire d'un pays de montagne. Je suis du Berry, qui culmine à 122 mètres, pic Montaigu. Bon, voilà. Donc, c'est très tard que j'ai eu ce contact. Et c'est vrai que quand on devient habitué d'un milieu, d'un monde, il s'émousse, l'émotion s'émousse. Mais moi, j'ai gardé des sensations très très fortes des toutes premières ascensions que j'ai faites. Et notamment, je faisais au départ de la randonnée avec une amie pendant mes études de médecine. Et puis un jour, dans la Vanoise, on s'est retrouvés avec des amis à un endroit où il y avait un évé. Enfin, on ne pouvait pas passer, c'était assez dangereux, c'est difficile. Et cet ami a sorti un piolet et une corde. Et il nous a assurés sur le passage difficile. Aujourd'hui, je pense que ça ne poserait même aucun sujet. Enfin, il n'y a rien. Mais à l'époque, c'était une révélation. Ça a été une révélation. Et c'est à partir de là, je devais avoir 19 ans, à peu près 20 ans, que j'ai décidé effectivement d'acquérir les techniques aussi de l'alpinisme, donc de passer de la randonnée à l'alpinisme. C'était toujours dans l'esprit de la découverte comme ça, mais en me disant que la sécurité exigeait quand même d'en savoir un peu plus. Et j'ai gardé ce souvenir alors qu'il est très très ancien. Alors c'est pas mon meilleur moment, ça n'a pas de sens de dire ça, mais c'est le moment d'un passage, c'est-à-dire c'est celui où j'ai entreaperçu qu'il y avait un autre monde, un peu plus haut, qui exigeait sans doute autre chose qu'on ne pouvait pas atteindre uniquement avec juste ses pieds et des bonnes chaussures. Il fallait un peu de technique, un peu d'instruments, un peu de savoir, un peu d'expérience. Et où il y avait aussi, d'ailleurs, ce à quoi j'étais très sensible, moi, en médecine, quand j'ai suivi les études de médecine, ce que j'ai préféré dans ces études, c'était l'enseignement de maître à élève, qui n'est pas du tout la relation du maître à esclave. C'est le maître, on continue de dire mon maître un tel, etc., quand on parle de nos professeurs. Il y a cette dimension d'enseignement un peu grec, au fond, qui est ce qu'on appelait l'enseignement au lit du malade, qui était l'enseignement transmis par un maître. Eh bien, l'alpinisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour entrer dans ce monde, il faut un maître. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'ai voulu justement franchir cette étape, de m'inscrire au club alpin français pour un stage qui aurait pu très mal se passer, mais j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un guide, deux frères qui sont de très grands guides, Philippe et Patrick Gabarou, qui ont laissé leur nom à beaucoup de voies dans le Mont Blanc, et qui ont été, à cet égard, mes maîtres. C'était aussi des amis, mais c'était mes maîtres, voilà. Eh bien, ce petit souvenir-là, c'est le début de quelque chose de nouveau pour moi. Voilà.
Merci beaucoup. Et on te laisse continuer à surveiller le score des fois que... Voilà. Alexis. Alors que moi, comme je suis pas un explorateur, que je suis pas un grand voyageur, ce serait compliqué de dire ce qui m'a, voilà, le lieu ou la rencontre qui m'a frappé, parce que ça serait pas très, pas très glorieux par rapport à mes petits camarades. Alors, il y a quelque chose qui est toujours dans la même idée de ce que je disais sur la réexploration. C'est, j'ai fait ça pas mal de temps en fait, de randonnée à vélo en VTT sur plusieurs jours, et en fait en zigzagant dans les chemins, les chemins de grande randonnée, les sentiers, etc., où je partais un petit peu au pif. C'était un peu les chemins noirs finalement de Sylvain, c'est-à-dire avec des cartes en papier. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, et à travers le Massif central, les Vosges, Bourgogne, la Bretagne, etc., de zigzaguer par le petit sentier. Le VTT permettant de passer à peu près partout, les cartes étant plus ou moins à jour, donc je me perdais régulièrement, les chemins s'arrêtaient, d'autres s'ouvraient, etc. Et je finissais par arriver, je ne sais où, mais c'était un bonheur intense que de traverser des lieux finalement qui sont banals, qui sont des lieux de la France profonde, où, avec 2000 ans de présence, ou plus des milliers d'années de présence, qui font qu'il n'y a aucun grand espace sauvage en France. Mais en passant par ces petits chemins, ces petits sentiers, ces petits endroits où je m'égarais régulièrement, où je devais parfois porter mon vélo à travers les broussailles, j'avais l'impression de découvrir un autre pays sous le pays, et en fait de faire une exploration pas loin. À une époque, j'avais un blog que j'entretenais et j'avais appelé ça « Voyage pas très loin ». Et je faisais comme ça des voyages pas très loin, et plus je me perdais, plus j'en étais heureux. Mais sûr, c'était relativement peu dangereux de se perdre quelque part en France. Je vous propose qu'on applaudisse très fort Alexis, Jean-Christophe et Sylvain d'être avec nous aujourd'hui. Je vous encourage à lire leurs derniers ouvrages. Pour Alexis, donc l'histoire de Cortés. Pour Jean-Christophe, premier polar, le pendu de Conakry. Et puis un été avec Homer pour Sylvain. Je vous propose qu'on ouvre sur les questions. Je vous encourage à lever la main. Alors, est-ce qu'on peut donner un micro à madame qui est là, s'il vous plaît? Merci. Ça marche, oui. Ce micro pour rendre un hommage, un immense hommage à Sylvain Tesson. Je m'étonne qu'il ait dit tout à fait au début de l'entretien qu'il était plus voyageur qu'écrivain, parce que je crois que nous lecteurs, on a un bonheur d'écriture, un bonheur de lecture en le lisant, et il n'y a pas de doute, que c'est aussi un immense écrivain. Donc c'est un auteur qui me touche énormément, dont j'attends avec toujours impatience les nouvelles publications. Je ne sais pas à quel point il peut mesurer, et ça j'en parle aussi beaucoup avec mes amis, parce que c'est « Ah bon, mais tu connais pas Sylvain Tesson ?» Et en fait, il est devenu comme une espèce de gourou, mais ceci dit sans ironie, aucune, une espèce de gourou du voyage, à savoir pourquoi partons, pourquoi ne partons pas, pourquoi est-ce qu'on reste. Et évidemment, on essaie à travers ces livres de savoir ce qui le pousse dans ce mouvement. Comme je l'ai beaucoup entendu aussi à la télévision, particulièrement à la Grande Librairie, j'ai entendu des réponses chez lui qui étaient parfois assez contradictoires. Et même un jour, je l'ai entendu dire que finalement, à tous ces gens comme nous qui voyageons peu, sauf à travers les livres, en tout cas on n'est certainement pas des aventuriers, j'ai entendu dire un jour qu'au fond, il n'avait pas
forcément un grand mérite, qui n'avait pas à être dans une admiration extraordinaire vis-à-vis de lui, parce qu'il avait ce courage de se mesurer à des aventures gigantesques. Et donc il a dit un jour, mais finalement, que s'il partait en voyage, c'était parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, et qui peut-être lui pouvait avoir une certaine admiration vis-à-vis de ceux qui passaient leur vie dans des bureaux à faire des boulots qui étaient parfois ingrats. Et donc il me semble que je vous ai entendu dire ça. Enfin, et donc la question c'est juste... Il n'y a pas de question. D'accord. La question, c'est juste un hommage énorme à ce magnifique écrivain et tout l'amour que j'éprouve pour ses livres. Sylvain. Merci. Enfin, un mot aimable, parce que voilà 2 heures que je suis en présence de Jean-Christophe Ruffin. Je n'ai pas entendu de si gentilles choses. Je vous remercie beaucoup. Non, c'est pas vrai. Je t'ai dit de t'hydrater. C'est vrai. Non, je vous remercie beaucoup, madame. Et peut-être que votre hommage, que je crois ne pas mériter, mais enfin que je vous remercie beaucoup de m'avoir adressé, me fait venir quelque chose à l'esprit, puisque vous parlez, vous évoquez à nouveau cette question, mais à laquelle je suis d'accord avec vous. J'apporte souvent des réponses contradictoires, parce qu'au fond, je tourne autour de la question. La question qui nous ramène au début de notre conversation, de l'imagination contre le récit. Finalement, si je dois donner une réponse beaucoup plus sincère que toutes celles que j'ai données, c'est que je ne vois pas très bien pourquoi, lorsque l'on s'échine à vivre une vie qui présente des caractères romanesques, ou en tout cas des caractères rocambolesques, ou en tout cas des caractères parfois carnavalesques, pourquoi il faudrait tenter de faire, lorsque l'on décide d'écrire, d'avoir recours à son imagination, alors qu'en fait il suffit de faire la photographie de ce que l'on vit. Voilà, c'est finalement ça, moi, qui m'attache beaucoup au récit, plutôt que qui m'entraîne vers les parages de l'exploration. Et puis je conclurai là-dessus, puisque Guillaume de Citre tout à l'heure nous demandait de dire le souvenir qui finalement avait été le plus frappant au cours de nos vies de voyageurs. Eh bien moi j'ai le souvenir de quelque chose qui aurait pu constituer le cœur d'une nouvelle, et quand bien même aurais-je un jour eu l'imagination de ce qui m'est arrivé, si je l'avais raconté, on ne m'aurait pas cru. J'étais sur un bateau qui assurait la sécurité d'une course au large. On était à 400 000 des côtes de Guadeloupe, et on a été appelé à la rescousse par un Italien qui venait de couler. Et donc nous sommes portés sur sa position. Nous avons mis 10 heures pour arriver à lui. Nous lui avons jeté une écoute, alors que lui croyait mourir, car il n'avait pas reçu notre message qui authentifiait que nous avions reçu son appel à l'aide. Donc pendant 10 heures, il s'est vu mourir. Et il était en train de gonfler dans l'eau. Et nous sommes arrivés, nous l'avons recueilli, nous l'avons amené à bord de notre bateau. Et dans la nuit même, il a séduit notre cuisinière de bord et il lui a fait un enfant. C'est incroyable, quoi. Il n'y a que les Italiens qui sont capables de faire ça. C'est-à-dire qu'elle est allée au milieu de l'Atlantique pêcher son futur mari, et le propriétaire du bateau est devenu le parrain de cet enfant. Enfin, c'est une histoire... Voilà ce que j'appelle les histoires rocambolesques. Et par la chance, par les hasards de mes voyages, je suis souvent le témoin de ce genre d'histoire, et je ne vois pas pourquoi je me contenterais de faire autre chose que de raconter ces moments merveilleux de la vie, plutôt que d'essayer de convoquer dans une imagination que je n'ai pas les chapitres d'un livre que je serais incapable d'écrire. Bravo. Alors, qui a une question ? Oui, bonjour. Alors, moi aussi, c'est une question pour Sylvain attendez, Tesson. je suis désolée pour les autres écrivains. Je voulais connaître, en fait, mais ça revient un petit peu à la question de madame, le moteur de vos voyages. Qu'est-ce qui vous pousse à voyager ? C'est pas l'exploit sportif, apparemment, enfin, il me semble. C'est pas une revanche sur la vie. C'est quoi ? C'est les rencontres. C'est rencontres aussi avec l'histoire. C'est les gens. C'est...
Alors, j'ai bien compris que vous adressez la question à moi, mais si vous permettez, nous pourrons peut-être entendre la réponse de Exigénie et de Jean-Christophe Ruffin, parce que j'aimerais bien savoir aussi moi-même ce qui les pousse à afficher le camp parfois. Mais finalement, je crois que, premièrement, je ne suis bon qu'à ça, à partir. Et puis surtout, mais à un moment, il faut arrêter de livrer à des questions cruciales des réponses sophistiquées. C'est parce que j'y prends un immense plaisir. Vous savez, il y a ce petit poème tellement charmant de Gérard de Nerval qu'il a destiné à sa jeune épouse. D'ailleurs, elle a très mal reçu ce poème, puisque le petit sonnet s'achève par soit brune ou blonde, faut-il choisir, le Dieu du monde, c'est le plaisir. Évidemment, quand vous êtes une jeune mariée et que vous recevez ça en guise de cadeau de mariage, vous avez l'impression qu'il y a la suspicion à concevoir, quoi. Eh bien, le Dieu du monde, c'est le plaisir, est quelque chose qui pourrait frapper ma bannière de voyageur. Et je trouve dans le mouvement, dans le déplacement, un immense plaisir, une jouissance même physique, physiologique, psychologique peut-être, enfin bien que chez moi la psychologie soit pas très profonde, mais en tout cas physiologique certainement. Je trouve dans cette libération des forces et des énergies lorsque l'on se met en mouvement quelque chose qui me paraît être heureux pour moi. Vous savez, on dit beaucoup que vivre c'est trouver sa place. Mais moi je trouve ma place quand je me déplace. Alors pourquoi voyagez-vous, Jean-Christophe Ruffin ? Peut-être une dernière question. Allez, oui. Monsieur, et puis après Enfin, j'ai quelques questions, mais je vais peut-être en poser qu'une seule si on n'a pas trop le temps. Vous pouvez répéter votre question ? Non, j'ai dit que j'avais quelques questions, mais si on n'a pas trop le temps, j'en poserai qu'une seule. Une seule, s'il vous plaît, oui. D'accord. Donc, c'était sur un forum internet. J'avais vu des gens qui s'écharpaient sur la question. C'était savoir pourquoi les écrivains féminins n'étaient pas toujours à la hauteur des écrivains masculins. Donc, vous tenez absolument à vous faire lyncher, c'est ça ? D'accord. C'est la question de l'auteur du topic sur le forum, c'est pas la mienne. Il ne faut jamais faire confiance au forum internet. Bon. Et bon, on va en rester là. Super. Écoutez, merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Il y a d'autres conférences qui suivent. Merci encore à Sylvain, Jean-Christophe et Alexis. Et à bientôt.